Certaines personnes, comme les habitants des îles Andaman, une communauté vivant dans le golfe du Bengale, les voient comme des torches enflammées lancées dans les airs par les esprits de la forêt. D'autres, comme certains aborigènes australiens, pensent qu'il s'agit de bâtons enflammés chevauchés par des chamans. Mais si tu poses la question à un astronome, il te dira qu'une comète est un gros objet fait de poussière et de glace qui tourne autour du Soleil. L'un des objets spatiaux les plus célèbres de ce type est sans doute la comète de Halley. Elle a eu un impact important sur notre histoire et notre compréhension de ces mystérieuses étoiles filantes. Lorsque cette comète est passée devant la Terre en août 1835 par exemple, on l'a accusée d'être responsable de l'incendie de la ville de New York, qui a duré plusieurs nuits. Au même moment, les Indiens Séminoles de Floride ont vu la longue queue de la comète et ont cru qu'elle marquait le jour où ils perdraient leur indépendance. Cette comète est revenue en 1910. Et les gens l'ont de nouveau vu comme un mauvais présage. À Chicago, les habitants ont barricadé leurs ouvertures afin de se protéger de la queue prétendument dangereuse de la comète. D'autres ont acheté toutes sortes d'accessoires, comme des parapluies ou des masques, pour se protéger. Mais qu'y a-t-il de si intrigant avec ce corps spatial? Comment se fait-il qu'il apparaisse autour de la Terre de temps en temps? Et plus important encore, est-il vraiment dangereux? La comète de Halley est ce que les astronomes appellent une comète périodique. Elle nous rend visite tous les 75 ans environ. En de rares occasions, certaines personnes chanceuses ont eu la chance de la voir 2 fois dans leur vie. Elle est passée pour la dernière fois devant la Terre en 1986 et elle devrait revenir en 2061. Malgré ce retour prévu, l'orbite de la comète ne peut pas être prédite avec précision. C'est en partie à cause des processus chimiques qui se produisent à l'intérieur de la comète. L'orbite de Halley peut aussi changer en raison d'interactions aléatoires avec d'autres planètes et objets spatiaux de notre système solaire. Son nom officiel est 1P/Halley, du nom de l'astronome anglais Edmond Halley, qui a étudié les rapports d'une comète s'approchant de la Terre en 1531, 1607 et 1682. D'après ses calculs, il a conclu que ces 3 occurrences étaient en fait la même comète qui revenait à des intervalles réguliers. Il a également prédit son retour en 1758. La découverte de Halley a également mis en évidence que certaines comètes, comme celle-ci, orbitaient autour du Soleil, mais que leur trajectoire n'était pas circulaire. Si tu la regardes en 2D, l'orbite de Halley ressemble à un fil elliptique qui oscille depuis le Soleil. Malheureusement, Halley n'a pas vécu pour assister au retour de la comète, pourtant prédit avec précision. Mais elle a été nommée en son honneur. Selon l'Agence spatiale européenne, la première observation de la comète de Halley remonte à 239 avant notre ère. Des astronomes asiatiques l'avaient enregistrée dans les chroniques de Shishi et Wenxian Tongkao. Mais une autre étude affirme qu'elle pourrait avoir été remarquée encore plus tôt que cela, à l'époque des Grecs anciens. Des écrits de cette période ont rapporté un énorme météore qui a atterri dans le nord de la Grèce, laissant la population locale perplexe. Il est rapidement devenu l'une des attractions touristiques les plus populaires du monde antique. Mais les témoins ont aussi remarqué une comète dans le ciel au moment où le météore a atterri. Ils ont également signalé le fait que l'objet spatial inhabituel était resté dans le ciel pendant environ 75 jours. Shakespeare lui-même semble avoir écrit sur cette comète dans sa pièce Jules César, aux alentours de l'année 1600. Dans cette œuvre, il inclut une phrase désormais célèbre évoquant les comètes, comme des signes inhabituels. Les cieux eux-mêmes s'embrasent. Ce n'est pas la dernière fois que des écrivains célèbres ont ressenti un certain lien avec cet objet. L'écrivain Mark Twain a déclaré en 1909 « Je suis arrivé avec la comète de Halley en 1835. Elle revient l'année prochaine et je m'attends à partir avec elle. » Étonnamment, Twain est décédé le 21 avril 1910, un jour après que la comète de Halley est sortie de la dernière face cachée du Soleil. Nous avons eu un meilleur aperçu de la comète lorsqu'elle est passée devant nous pour la dernière fois en 1986. Plusieurs vaisseaux spatiaux ont été envoyés vers la comète pour prélever des échantillons de sa composition. Cette flotte de vaisseaux spatiaux, surnommée l'Armada de Halley, a volé à proximité, l'un d'entre eux prenant plusieurs photos du noyau de la comète pour la première fois dans l'histoire. Cette fois, nous disposions aussi de bien meilleurs télescopes pour observer la comète lorsqu'elle passait près de notre planète. D'après les études actuelles, il y a peu, voire aucun risque que la comète de Halley puisse réellement représenter un danger pour notre planète.
La plupart des malheurs associés à la comète n'étaient que des superstitions. Encore mieux, les comètes ont peut-être rendu la vie sur Terre possible. Les spécialistes pensent qu'au début de l'histoire de notre planète, les collisions avec les comètes ont apporté une quantité importante d'eau ici, ce qui a aidé à former nos océans. Ces objets spatiaux nous ont peut-être fait aussi cadeau de matières organiques nécessaires à la formation de la vie. Attention à ne pas confondre les comètes avec les astéroïdes cependant. Contrairement aux astéroïdes, qui sont de petits corps spatiaux rocheux tournant également autour du Soleil, les comètes sont principalement composées de glace d'ammoniac, de méthane ou d'eau. Elles ne contiennent que de petites quantités de matériaux rocheux. En raison de leur composition, les comètes sont parfois surnommées « boules de neige sale ». Les comètes sont composées de 4 parties, un noyau, une chevelure, une queue de poussière et une queue d'ion. Mais leur noyau constitue la majeure partie de leur masse totale. Il y a plus de 3000 comètes connues à ce jour. Mais les astronomes pensent qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 1 milliard dans notre système solaire. Une comète assez brillante pour être visible de la Terre sans l'aide d'un télescope s'appelle une grande comète. On peut voir une grande comète tous les 10 ans environ. Les gens remarquent d'autres comètes depuis des millénaires. Cependant, les scientifiques ont conclu qu'étant donné que les comètes perdent beaucoup de matière chaque fois qu'elles orbitent près du Soleil, leur durée de vie pourrait n'être que de quelques milliers d'années. Si tu compares cela à l'âge du système solaire, qui est de 4,6 milliards d'années, c'est un chiffre relativement faible. Puisque ces corps spatiaux sont encore présents dans le système solaire aujourd'hui, il doit y avoir une source de comètes quelque part. Sinon, toutes les comètes auraient disparu il y a longtemps. Hale-Bopp est le nom d'une autre comète célèbre. Elle est passée très près de la Terre en janvier 1997. La dernière fois qu'elle a été vue près de notre planète avant cela, c'était pendant l'âge du bronze, en 2000 avant notre ère. Cette comète est beaucoup plus grande et plus spectaculaire que celle de Halley. Son noyau s'étend jusqu'à 40 km de diamètre et peut être vu de la surface de notre planète à l'œil nu. La comète Borrelly a été la deuxième comète à être étudiée de près par un vaisseau spatial. Le vaisseau Deep Space One de la NASA s'en est approché en 2001 et a fourni aux scientifiques un rapport détaillé du noyau noir de la comète. Cette comète est étonnamment bancale, mais la raison de sa forme inhabituelle est encore sujette à débat. La comète de Halley semble s'être formée dans le nuage de Oort, aux confins du système solaire, tandis que celle de Borrelly proviendrait d'un nuage glacé de roches situé au-delà de Neptune, que l'on appelle la ceinture de Kuiper. La comète Hyakutake nous a offert un magnifique spectacle lorsqu'elle est passée à seulement 15 millions de kilomètres de la Terre en mars 1996. Elle ressemblait à une éclaboussure bleu glace avec une faible queue de gaz. Cette comète a aussi étonné les astronomes, car elle produit des rayons X 100 fois plus intenses que ce que les scientifiques avaient prévu. Un vaisseau spatial appelé Ulysse a traversé la queue de Hyakutake en mai 1996 et a rapporté qu'elle mesurait au moins 570 millions de kilomètres de long. C'est le double de la taille de la queue de toute autre comète connue. La comète Wild 2 a été examinée par la sonde Stardust de la NASA en 2004. La sonde a réussi à voler à moins de 237 km du noyau de Wild 2, ce qui nous a donné quelques-uns des meilleurs clichés de la comète à ce jour. C'était aussi la première fois que nous obtenions des échantillons de particules de poussière provenant d'une comète. La précieuse cargaison est revenue sur Terre en janvier 2006. Son objectif était de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles Wild 2 et le système solaire, d'ailleurs, se sont formés il y a des milliards d'années. Wild 2 a un diamètre d'environ 5 km et est couvert de cratères et de falaises. Tu es au beau milieu de l'océan. Il est infini, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un épais brouillard tout autour de toi. Des nuages denses cachent un soleil énorme mais terne. Est-ce le jour ou la nuit? Tu ne sais pas. Tout n'est que brume grise autour de toi. Tu es seul. Même si tu essayes de plonger, au bout de plusieurs heures, tu ne verras toujours pas le fond de l'océan. Car tu es sur une planète aquatique. Ça a l'air assez étrange, mais ces mondes d'eau sont plus intéressants qu'il n'y paraît. Alors, jetons-y un coup d'œil.
Une planète océan est une planète qui se compose, comme tu l'as sans doute deviné, principalement d'eau, de glace et peut-être de quelques roches. Pense aux océans de la Terre, leur sombre profondeur, la fosse des Mariannes, les créatures mystérieuses. Et maintenant, peux-tu deviner combien d'espace occupe toute l'eau sur Terre par rapport au volume total de notre planète ? Seulement 0,025%. Maintenant, essaye d'imaginer un monde composé de 40 à 60% d'eau. Si tu y plonges, la profondeur peut dépasser les 100 km. Comparé à cela, la profondeur de 10 km de notre fosse des Mariannes n'a pas l'air si impressionnante. La pression y sera énorme. Elle peut atteindre jusqu'à 20 000 fois celle de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler effrayant, mais ce serait quand même génial d'en savoir un peu plus sur ces planètes. Heureusement, d'après les calculs des scientifiques, il pourrait y avoir beaucoup de planètes de ce type rien que dans notre galaxie. Pas besoin d'aller bien loin. Tu peux trouver ces mondes d'eau à l'intérieur même de notre système solaire. Ce ne seront pas des planètes, bien sûr, mais des lunes. Jupiter a Ganymède et Callisto, et Saturne a Titan et Encelade. L'océan peut atteindre jusqu'à 30% de la masse de ces lunes. On ne sait pas encore si ces océans sont recouverts d'une épaisse croûte de glace. Mais on a découvert un bon nombre de planètes océans à part entière. Cela s'explique par le fait que les conditions dans lesquelles ces planètes peuvent exister sont très spécifiques. Par exemple, la planète doit être 6 à 8 fois plus grande que la Terre. Si elle est plus petite, elle aura une surface rocheuse. Et si elle est plus grosse, elle se transformera en géante gazeuse. En même temps, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Un peu plus loin, et la planète se transforme immédiatement en une géante glacée ou en une super terre froide. Bref, ces planètes sont très exigeantes. On a commencé à les explorer dans les années 1970. Mais depuis, on n'en a trouvé que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours très intéressantes. La première est Gliese 1214b. C'est la toute première planète océan que nous avons découverte. Au départ, les scientifiques n'ont remarqué qu'un petit point lumineux. Ce point s'est avéré être l'étoile naine rouge Gliese 1214. Une étoile tout à fait ordinaire, 5 fois plus petite que notre Soleil et 300 fois plus terne. Les scientifiques l'ignoraient plus ou moins, mais en 2019, ils ont remarqué que cette étoile possédait une seule planète. Et cette planète s'est avérée être assez étrange. Cette super-Terre est 2,5 fois plus grande que notre Terre et 6,5 fois plus lourde. Mais en même temps, elle a une très faible densité et à peu près la même gravité que notre planète. En d'autres termes, il n'y a presque pas de roches et de métaux sur cette planète. Mais ce n'est pas non plus une géante gazeuse. Il ne reste donc qu'une seule option. Elle est recouverte d'eau et de glace. Et c'est ainsi qu'on a découvert la première planète océanique. En fait, on suppose seulement qu'elle est composée d'eau. C'est en tout cas ce que disent les calculs mathématiques. En réalité, cette planète est assez déroutante. Elle est difficile à explorer et, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien pu y trouver. Pas d'hydrogène, pas d'hélium, pas d'eau. C'est parce que la couche extérieure de l'atmosphère de cette planète est très dense et qu'elle cache parfaitement sa composition. Malgré tout, c'est probablement un monde d'eau. Gliese 1214b est très proche de son étoile, à seulement 0,014 unités astronomiques de distance, ce qui est moins que la distance entre la Lune et nous. L'année y dure environ 36 heures, et les températures y sont tout simplement brûlantes. Les scientifiques suggèrent que la température moyenne là-bas peut atteindre 250 à 535 degrés Fahrenheit. Tu te souviens de notre description initiale d'une planète océan ? En réalité, passer du temps sur Gliese 1214b serait un peu différent. Ce serait plutôt comme nager dans une chaudière à vapeur. À cause de ces températures insensées, l'océan à la surface est constamment dans un état proche de l'ébullition sans vraiment l'atteindre. Alors, imagine que tu descends à la surface de cette planète en volant à travers des nuages de vapeur. Et puis, tu te retrouves soudain dans l'eau. Mais quand cela s'est-il produit ? Sur Gliese 1214b, la frontière entre la vapeur et l'eau est très floue. Bien sûr, tu ne pourras pas nager jusqu'au fond de cet océan, mais il est fort probable que le fond soit recouvert d'une couche très épaisse de ce qu'on appelle la glace chaude. C'est comme de la glace ordinaire, mais elle ne se soucie pas vraiment des lois de la physique. Alors, elle ne fond pas, même à des températures très élevées. Et l'épaisseur de cette glace peut atteindre jusqu'à 5000 km. C'est tout pour l'effrayante Gliese 1214b. Maintenant, même si on ne peut pas garantir à 100% qu'il s'agit d'un monde aquatique, nous avons un autre candidat pour ce titre.
Il s'agit d'une planète récemment découverte appelée TOI 1452b. Située dans la constellation du Dragon, elle se trouve à près de 100 années-lumière de nous. Elle a été découverte à l'aide du télescope TESS par un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal. Cette planète appartient également à la classe des super-Terres. Elle est 7 fois plus grande que notre planète, mais 48 fois plus lourde, avec toutefois une densité très faible. Pour cette raison, les scientifiques ont suggéré que la quasi-totalité de la planète est constituée d'un océan géant. Ici, on a un peu plus de chance. Ce monde ne sera pas seulement une flaque géante et de la glace épaisse. Sur cette planète, il y a probablement une surface rocheuse profondément enfouie sous l'eau, comme dans un océan typique. Mais ne t'emballe pas trop, cet océan sera certainement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. TOI 1452b est aussi en orbite autour d'une petite naine rouge. Et pas seulement une, mais 2 à la fois. Et si la planète précédente était proche de son Soleil, celle-ci, au contraire, en est très éloignée. Elle est 2,5 fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l'est du Soleil. Et elle se déplace à grande vitesse. Une année y dure seulement 11 jours. On ne sait pas encore grand-chose sur cette planète. On obtiendra probablement de nouvelles informations lorsque les scientifiques l'auront observée avec le télescope James Webb. Et maintenant, la question qui te brûle les lèvres. La vie peut-elle exister sur ce genre de planète ? C'est une question délicate. On sait tous que l'eau est synonyme de vie. D'autant plus que ces planètes se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Donc, potentiellement, oui, il peut y avoir de la vie. Pas des civilisations à part entière, bien sûr, mais pourquoi pas des bactéries, des poissons et quelques monstres géants et effrayants. En fait, c'est très peu probable. L'eau seule ne suffit pas à créer la vie, même si elle est très importante. Il doit aussi y avoir des micro-éléments et des minéraux. Et malheureusement, pour la plupart des planètes d'eau, elles ne sont constituées que d'eau et de glace très épaisse, mais pas de minéraux. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier les météorites et les comètes qui peuvent apporter les minéraux nécessaires à la planète. Plus elles s'y écrasent souvent, plus la probabilité est grande qu'elles apportent quelque chose comme ça dans l'océan et donc qu'elles créent la vie. Deuxièmement, TOI 1452b possède réellement ces minéraux. On ne sait pas à quelle profondeur se trouve le fond rocheux à cet endroit. Mais s'il existe, alors quelque chose a sûrement pu y naître. Espérons que de nouvelles recherches avec de puissants télescopes nous permettront de découvrir la vérité. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous-mêmes visiter une telle planète. Mercure est la planète qui est généralement la plus proche de la Terre. Cela te surprend ? Vénus est certainement plus proche de nous que Mercure. Elle peut être aussi proche que 40 millions de kilomètres. Après tout, Vénus est la 2e planète en partant du Soleil et la Terre est la 3e. Même Mars est plus proche de la Terre que Mercure. La planète rouge peut s'approcher de nous à 56 millions de kilomètres, comme elle le fera d'ailleurs en 2287, si jamais tu comptes l'attendre. La distance moyenne entre la Terre et Mercure est quant à elle de 77 millions de kilomètres. Mais Mercure reste habituellement la planète la plus proche de la Terre, parce que Vénus est quelque part de l'autre côté du Soleil pendant 112 jours. Et que Mars est très éloigné dans son orbite super-elliptique pendant une durée de presque 2 ans. Il reste donc Mercure qui passe entre la Terre et le Soleil tous les 44 jours et qui est donc habituellement plus proche de la Terre que Vénus ou Mars. Pourtant, 22 vaisseaux spatiaux ont réussi à se rendre sur Vénus, plus de 30 se sont rendus sur Mars, mais seulement 2 sont allés sur Mercure. Alors, qu'est-ce qui rend le trajet si difficile ? Eh bien, cela est lié au Soleil. Mercure n'est pas seulement la planète qui est habituellement la plus proche de la Terre, c'est aussi la planète qui est toujours la plus proche du Soleil, à 46 millions de kilomètres pour être précis. Et aussi proche du Soleil engendre quelques obstacles de navigation, et c'est peu dire. Tout vaisseau spatial se dirigeant vers Mercure est accéléré par l'énorme attraction gravitationnelle du Soleil. Le vaisseau spatial se déplacera trop vite pour se mettre en orbite autour de Mercure. C'est pourquoi le premier vaisseau spatial qui s'est rendu sur Mercure, le vaisseau américain Mariner 10, a simplement survolé Mercure 3 fois, mais n'a pas essayé de se mettre en orbite autour. Le seul autre vaisseau à s'être rendu sur Mercure, le vaisseau spatial américain Messenger, a mis 6 ans et demi pour y arriver.
Messenger s'est mise en orbite pendant 4 ans avant de tomber à court de carburant et de s'écraser sur la surface de Mercure le 20 avril 2015. De nombreux vaisseaux spatiaux ont volé vers Jupiter en à peu près le même temps ou moins qu'il a fallu à Messenger pour aller sur Mercure. Le problème est la décélération du vaisseau spatial. Tout simplement, il faut trop de réserves de carburant à bord pour allumer les moteurs dans le sens inverse et freiner le vaisseau contre l'énorme gravité du Soleil. Ralentir suffisamment pour se mettre en orbite autour de Mercure n'est pas envisageable avec l'énergie de la fusée. Il fallait trouver un autre moyen de ralentir Messenger, un moyen qui n'utilise pas beaucoup, voire pas du tout, de carburant. Messenger pesait environ 1100 kg et était chargé de 9 pièces d'équipement scientifique de pointe. 55% du poids total, soit environ 600 kg, était du carburant. Ce carburant ne serait pas utilisé pour ralentir le vaisseau, mais pour 5 brûlages de moteurs associés aux assistances gravitationnelles, ainsi que pour les ajustements orbitaux une fois que Messenger serait arrivé sur Mercure. Les assistances gravitationnelles utilisent la gravité d'une planète et sa vitesse orbitale pour accélérer ou ralentir un vaisseau. Si le vaisseau s'approche d'une planète avec un angle de déplacement vers l'avant, c'est-à-dire un angle dans le sens où la planète tourne autour du Soleil, alors la gravité de la planète et la vitesse orbitale de la planète donnent au vaisseau spatial un coup de pouce, augmentant considérablement la vitesse du vaisseau et l'envoyant dans une autre direction. Cette augmentation de vitesse peut être renforcée si le vaisseau spatial allume ses moteurs de fusée au bon moment. Par exemple, les 2 sondes américaines Voyager ont utilisé les gravités massives de Jupiter pour les propulser vers les planètes géantes gazeuses extérieures et finalement hors du système solaire. Les assistances gravitationnelles peuvent aussi être utilisées pour ralentir un vaisseau spatial, comme dans le cas de Messenger. En entrant dans la trajectoire orbitale d'une planète face à celle-ci, la gravité de la planète tire sur le vaisseau spatial et le ralentit. Une combustion du moteur est nécessaire à ce moment-là pour échapper à la trajectoire orbitale de la planète. Messenger a effectué un survol assisté par gravité de la Terre, 2 survols assistés par gravité de Vénus et 3 survols assistés par gravité de Mercure. Ce n'est qu'ensuite qu'il a été suffisamment ralenti pour entrer en orbite autour de Mercure. La sonde a parcouru la distance stupéfiante de 8 milliards de kilomètres pour atteindre Mercure depuis la Terre. C'est plus loin que Pluton à son point le plus éloigné de la Terre. Le nom Messenger est un acronyme presque aussi astucieux que sa trajectoire complexe vers Mercure. Comme Mercure est la planète qui se déplace le plus rapidement, les Grecs anciens ont désigné Mercure comme le messager de l'Olympe. Déjà à l'époque, les nouvelles voyageaient vite. Messenger est l'abréviation de Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging, ce qui signifie surface de Mercure, environnement spatial, géochimie et télémétrie. La bonne nouvelle, c'est qu'une autre mission vers Mercure est en cours en ce moment. Il s'agit d'une mission spatiale combinée entre ESA et JAXA, qui amène 2 satellites en orbite vers Mercure. La mission n'utilise pas d'acronyme pour son vaisseau spatial, qui porte le joli nom de Bepi Colombo. Le docteur Giuseppe Colombo, dont l'engin spatial porte le nom, est un mathématicien italien et professeur de mécanique appliquée. Il a travaillé avec la NASA sur la mission Mariner 10 vers Mercure. Bepi est le surnom d'enfance de Giuseppe, par lequel tout le monde l'appelait. La NASA s'était contentée d'un seul survol de Mercure, le tout premier. Mais le professeur Bepi a calculé qu'avec un léger ajustement de la trajectoire de vol pour permettre une assistance gravitationnelle à Vénus, Mariner 10 pourrait survoler Mercure encore et encore sur différentes orbites autour du Soleil. Grâce à Bepi, la NASA a obtenu 3 survols de Mercure pour le prix d'un. Le vaisseau Bepi Colombo doit effectuer 9 survols assistés par gravité. 1 autour de la Terre, 2 autour de Vénus et 6 autour de Mercure. Chaque décélération planétaire ralentira Bepi Colombo par rapport à la vitesse à laquelle Mercure se déplace autour du Soleil. Cela permettra une insertion orbitale. Sinon, Bepi Colombo se dirigerait tout droit vers le Soleil. Une fois en orbite autour de Mercure, le module de transfert de Mercure de Bepi Colombo, ou MTM en abrégé, libérera 2 satellites. Un européen, le MPO, Mercury Planetary Orbiter, et un japonais, le MIO, Mercury Magnetospheric Orbiter. Tous 2 devraient être en orbite autour de Mercure pendant 1 an.
Au total, le MCS, Mercury Composite Spacecraft, comprend le MPO, le MIO, le MTM et le MOSIF, Magnetospheric Orbiter Sunshield and Interface Structure, qui protège le vaisseau spatial du Soleil et abrite l'électronique de MIO. Cette soupe alphabétique de composants de mission met en évidence l'autre raison pour laquelle il est difficile de se rendre sur Mercure. Après 6 ralentissements d'assistance gravitationnelle, 6 brûlages de moteurs, 18 orbites autour du Soleil, 6 ans et demi de voyage et 8 milliards de kilomètres parcourus, il faut apporter tout un jeu d'équipements sur mesure. C'est comme ce pique-nique en montagne que tu aimerais faire. Tu ne peux pas simplement y aller en voiture. Tu dois faire une longue randonnée sur un sentier de montagne escarpé et apporter de l'insecticide, de la crème solaire, une casquette, sans oublier le déjeuner et les boissons. Bepi Colombo a tout emporté, y compris le pique-nique. Non, pas vraiment. La conception est incroyablement complexe. Rien ne peut faire face au soleil, pas même les panneaux solaires. Ils doivent rester tournés presque à angle droit par rapport au soleil, sinon la chaleur et le flux de particules vont corroder les cellules solaires et sans électricité, il n'y a plus rien. Par conséquent, à angle droit par rapport au soleil, les panneaux solaires doivent être très longs, comme s'il n'y avait qu'un tout petit peu de soleil. Les panneaux solaires de Bepi font 15 mètres de long. L'écran solaire doit rester aligné de façon gyroscopique vers le soleil pour que tous les instruments soient toujours à l'ombre, mais aient toujours une ligne de vue sur ce que chacun est censé surveiller. Et il y a beaucoup d'instruments, 5 dans l'orbiteur de la JAXA et 11 dans celui de l'ESA. Les objectifs scientifiques sont d'ajouter à ce que nous avons appris lors des 2 précédentes missions vers Mercure. Les données recueillies par Bepi Colombo permettront aux scientifiques d'étudier l'intérieur et la composition de la planète, ainsi que la géologie et la morphologie de la surface de Mercure, la formation et l'histoire de l'évolution de son champ magnétique, les interactions de la planète avec le vent solaire et son environnement général. En tant que planète riche en métaux, Mercure pourrait abriter une grande richesse en minéraux, que Messenger n'a pas réussi à détecter. Bepi Colombo a été lancé en octobre 2018 et encore un long chemin à parcourir avant de se mettre en orbite autour de Mercure. Cependant, Bepi a déjà survolé Mercure et renvoyé de nouvelles photographies. L'Agence spatiale européenne est ravie de sa première mission chaude. Toutes les missions précédentes de l'ESA ont été des missions froides vers des objets situés plus loin dans l'espace, comme Mars, la ceinture d'astéroïdes, des comètes et d'autres endroits éloignés dans le système solaire. Tout ce qu'on peut dire, c'est bonne chance à Bepi Colombo. Espérons que tout se passe bien lors de sa mission à 400 degrés Celsius vers Mercure. Espérons que la longue queue de gaz de l'exosphère de Mercure, faite de sodium, magnésium et potassium, soufflée de la surface de la planète par le vent solaire, n'embue pas les lentilles et ne recouvre pas les panneaux solaires.